Bonjour, Monsieur Chollet, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pourriez-vous vous présenter à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît? Alors, très volontiers. Je suis juriste de formation, militaire de profession et retraité de mon État. Mon âme, je la tiens de ma grand-mère paternelle, mon esprit de ma grand-mère maternelle. Quant à mon instruction, je la dois à mon père et mon éducation à ma mère. Ma principale qualité, l'empathie, mais pas l'empathie naïve. Mon principal défaut, la susceptibilité, mais pas cette susceptibilité qui rend agressif, la susceptibilité qui mène au repli sur soi. Ma principale force, la rigueur, je la tiens de l'armée, ou plus exactement des cours d'état-major général. Et puis, ma principale faiblesse, qui a été d'ailleurs mise à jour à l'occasion de ces mêmes cours d'état-major général, c'est mon manque de résistance au stress, je dois l'avouer. Et peut-être une devise qui me définit bien, c'est celle d'Alexandre Binet. Je veux l'homme maître de lui-même afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. C'est clair, merci beaucoup. La diversité, c'est le clé de voûte de votre présentation, je pense. Ma première question, Monsieur Chollet, après 3 ans de guerre en Ukraine, quelles sont les principales leçons à tirer pour vous et quelles sont les chances de parvenir à la paix? Alors, les principales leçons, c'est que, comme le disait Pascal Bruckner, un philosophe, on a trop longtemps cru que la guerre était une exception alors qu'elle est la règle. Cette citation n'est pas de moi, mais elle est exacte. Ensuite, il y a une deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est que le principal auteur d'une guerre n'est pas toujours celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. Alors, on attribue faussement cette citation à Montesquieu, qui avait écrit de l'Esprit des lois, mais en fait, on la doit à François-Auguste Mignet, qui est l'historien de la Révolution française. Ça, c'est une première leçon. Et puis, pour ce qui est peut-être la sortie de la guerre, vous savez, je ne suis pas très optimiste. Bon, on pourrait croire qu'il faut l'être puisqu'il y a un accord qui a été passé entre Donald Trump et Zelensky, Vladimir Zelensky, ou Volodymyr, parce que attention toujours à l'expression que l'on emploie. Alors à Volodymyr Zelensky, mais c'est un accord commercial. C'est pas un accord de paix qui est signé. On a Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement qu'on lui rembourse ou qu'on rembourse aux États-Unis la somme qui a été livrée ou sous forme de cash ou sous forme d'armement en Ukraine. Il veut, on ne va pas discuter de la somme parce qu'il y en a qui disent c'est 100 milliards, comme Donald Trump 350 milliards. Enfin, comme il veut rendre sa grandeur aux États-Unis, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir dire à ses électeurs, vous voyez, on est remboursé. Donc, il va faire en sorte qu'on exploite ses mines, mais ce n'est pas un accord de paix. Moi, je suis très pessimiste de nature, mais aussi sur ce cas-là. Comme le dit mon cousin Germain, un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Quand je vois que l'Union européenne de la paix n'existe plus, si seulement elle l'a été, ça, c'est pas moi qui le dis,
c'est le général Marco Bertolini qui a commandé le COI, Commando Operativo Interforze, c'est-à-dire l'équivalent du commandement des opérations chez nous en Suisse. Donc, vous voyez qu'il est très critique à l'égard de l'Union européenne et il est très pessimiste sur l'avenir. Quand je vois aussi les réunions qui se multiplient entre Macron, Starmer, enfin le Premier ministre, le Premier ministre britannique, celui qui devrait reprendre les rênes de l'Allemagne, je vois qu'ils veulent absolument la guerre. Voilà. Ensuite, du point de vue militaire, je m'aperçois qu'on planche beaucoup au sein des armées européennes sur deux points importants. Car comme vous le savez, l'armée, c'est tout d'abord des hommes. Il vous faut des hommes. Puis ensuite, deuxième point important, pour mener des opérations, il vous faut connaître la géographie. Et il y a deux points qui sont cruciaux pour eux. C'est tout d'abord le corridor de Suwałki entre la Lituanie et la Pologne. Et puis le deuxième point important, c'est la porte de Focsani en Roumanie. Voilà, donc eux, ils sont persuadés que les Russes vont venir par là. Donc, raison pour laquelle ils sont en train de construire la plus grande base aérienne à Cogalcineanu. C'est au nord-ouest, je ne sais plus à quelle distance de Constanta en Roumanie. Et puis ensuite, il y en a une autre au sud, c'est celle de Cincu, qui est une base plutôt réservée aux forces terrestres. Alors, cette grande base, elle va mesurer plus de 3000 hectares, alors que celle de qui va remplacer celle de Ramstein, qui en fait 2000. Alors, vous voyez que l'OTAN se rapproche de plus en plus. J'ai peur pour l'avenir, mais pas à cause de la Russie, même si on essaye de me le faire croire, tant mieux. S'ils réussissent à faire croire ceci à d'autres, je peux me tromper totalement. Mais, en résumé, je suis très pessimiste sur l'évolution de la situation. Et comment vous trouvez la position européenne concernant la guerre en Ukraine? On a le sentiment que l'Europe est devenue une machine de guerre, comme votre collègue François Martin n'a pas cessé de déclarer ça. L'Europe aujourd'hui parraine la doctrine de l'hostilité et de guerre. Ben, je l'ai dit, je vous le répète, le général Marco Bertolini l'a clairement dit. Je peux bien répéter sa citation. L'Union européenne de la paix n'existe plus, si seulement elle a existé. Je vous ai dit un petit peu, et puis il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui est sorti je crois le 17 février, avec cette réunion à Paris. Il fallait absolument s'exciter. Et puis ensuite, il y a eu la réunion du 2 mars à Londres. Puis quand vous regardez ce qui s'est passé entre Donald Trump et Macron au Vatican, je crois que c'était le 26 avril, où Macron s'est fait mettre de côté, on a compris que les États-Unis voulaient peut-être pas la paix, mais trouver en tout cas un accord pour que les choses cessent. Eh bien, Macron mis en marge, il s'excite encore un peu plus. Et quand je vois la construction de cette base de Cogalcineanu en Roumanie, je vous le dis, l'Union européenne fait tout pour se préparer à la guerre, pour provoquer une guerre avec la Russie, bien entendu, toujours la même chose, en faisant dire que c'est les Russes qui vont déclencher la guerre. Alors, il y a deux zones. Pourquoi est-ce qu'on crée ces centres en Roumanie? Moi, je vois la chose avec une certaine crainte concernant la Gagaouzie, qui est au sud de la Moldavie, et puis à l'est, vous avez la Transnistrie. On va exciter un petit peu ce monde, on va créer des tensions, puis on va dire que c'est les Russes qui mènent des mesures d'influence. Et puis, voilà. Monsieur Chollet, la fin de cette semaine, des informations ont circulé concernant l'éventualité d'échec des négociations. Des observateurs
mettre la responsabilité à Poutine en disant que Poutine n'est pas sincère, n'est pas crédible et il veut continuer les grignotages de la territoire ukrainienne. En même temps, il est en train de profiter de la faiblesse et l'hésitation au niveau de l'administration américaine. Des autres disent que Zelensky est instrumentalisé par les Européens qui ne veulent pas qu'il y aura ce projet de paix puisqu'ils ont été exclus par Trump, et des autres confirment que le problème se trouve au sein de l'administration américaine, Trump face à l'État profond américain qui n'a pas cessé de déclarer l'hostilité avec les Russes, l'hostilité avec Poutine et la volonté de destruction de la Russie. Les États-Unis, pour moi, enfin les États-Unis, selon Trump, c'est une volonté de faire du commerce. Donc, pour moi, Donald Trump a intérêt à ce qu'il y ait la paix, en tout cas sur une large partie de l'Ukraine. Je vous l'ai dit, quand on voit toujours, vous parlez de l'instrumentalisation de Zelensky, quand je vois Macron sans cesse en train de tripoter les épaules de Zelensky, on peut imaginer qu'en effet, il essaye de se le mettre de son côté. Il y avait bel et bien à l'époque Boris Johnson qui a fait capoter les négociations au départ de la guerre. Donc, je peux imaginer que maintenant l'Union européenne fasse tout pour instrumentaliser Zelensky. Parce que, bien entendu, dire que les Russes vont nous attaquer, c'est une façon comme une autre de motiver la population pour leur faire comprendre à ces diverses populations européennes qu'il faut se réarmer. Voilà. Sinon, on ne comprendra pas pourquoi tout à coup il faut se réarmer. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, Poutine, bien sûr, Poutine, il avance. Alors, quand vous regardez les cartes, quand vous écoutez la plupart des télévisions françaises, moi, je n'ai pas Russia Today chez moi. J'ai BFM TV, d'autres ont LCI, donc on ne peut pas nous accuser de suivre ce qui se dit en Russie, mais on n'a pas arrêté de nous dire que les Russes perdaient, les Russes perdent, les Russes vont perdre. Bon, alors, c'est très bien, mais Poutine, maintenant, on dit, oh, il commence à grignoter des territoires ukrainiens. Écoutez, je ne sais pas, ou bien alors, on nous ment parce qu'on nous a sans cesse dit depuis 2022 que la Russie perdait et qu'elle perdrait, ou bien alors, il continue à grignoter, et bien entendu, Poutine a raison de chercher, être en position de force pour négocier. Il ne veut pas attendre encore longtemps pour négocier en position de faiblesse. Puisque, comme je vous l'ai dit, maintenant, on veut réarmer. Voilà. Devant cette situation de blocage, est-ce que vous imaginez, vous pensez à cette éventualité d'escalade nucléaire ou d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie? Je ne pense pas qu'il y aura une confrontation directe. Je vais vous dire pourquoi. Bon, il faut être fou pour croire à une confrontation. Les Russes ont des armes nucléaires tactiques et stratégiques, tout comme les Américains. Il faut être fou pour imaginer un combat avec des armes nucléaires. Je peux me tromper. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire dans certains milieux. Par contre, une confrontation indirecte, j'y crois plus. Si je prends le cas Mais déjà, M. Chollet, l'OTAN, il est présent sur le terrain. Oui, alors. Les conseillers. Bien sûr. Mais c'est une confrontation. S'il doit y avoir une confrontation, elle se fera avec des armes conventionnelles. Voilà. Mais je crois plus en une influence indirecte. C'est-à-dire, l'Union européenne a fait en sorte que Călin Georgescu soit retiré des élections, puisque lui était pro-russe. Ça représentait comme risque que ces deux grandes bases que je vous ai citées, de Sinku
et de Kogalniceanu soit prise par les Russes. Donc, il fallait absolument le retirer. Alors maintenant, on a mis Georges Simeon. Georges Simeon, il est ni contre l'OTAN, ni contre l'Union européenne. Donc, mais il a véritablement des manœuvres d'influence. Et je suis sûr qu'on va mener encore des manœuvres d'influence dans les années à venir sur la Moldavie, respectivement, comme je vous l'ai dit, Gagaouzie au sud de la Moldavie et puis à l'est avec la Transnistrie. Donc, il y a beaucoup d'autres possibilités d'intervenir, c'est-à-dire essentiellement par des mesures d'influence. Et sur le voisinage de la Russie, comment vous trouvez la situation avec ces conflits électoraux, pro-russes, anti-russes, l'ingérence directe de l'Union européenne, etc. L'Europe continue la provocation de la Russie, n'a pas pris des leçons de cette situation chaotique, dramatique pour l'humanité provoquée en Ukraine. Écoutez, ça a marché en Roumanie. Ça a marché en Ukraine. Maintenant, ça n'a pas marché totalement en Géorgie. Mais donc, si ça ne marche pas une fois, il faudra peut-être qu'on relance la manœuvre une deuxième fois. Et puis, peut-être que ça marchera la troisième. Voilà. C'est comme les votations. Quand ça ne marche pas en Suisse la première fois, on recommence une nouvelle fois quelques années après, et ainsi de suite. Puis, pour finir, ça passe. Notre deuxième point d'analyse de l'actualité internationale concernant la guerre génocidaire menée contre la population palestinienne à Gaza depuis 16 mois. Et quelle lecture faites-vous de cette guerre, notamment de l'incapacité internationale à contraindre Netanyahou à arrêter cette guerre et à respecter les éléments les plus élémentaires de droit international humanitaire? Je sais que votre formation, votre profession aussi en tant que militaire, formation en tant que juriste attaché au respect des droits humanitaires, d'autant plus que vous insistez professionnellement sur la nécessité de respecter les droits de l'homme et les droits élémentaires, droits de guerre. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, tout d'abord, sur le génocide, il y a une convention sur la prévention et la répression du crime de génocide qui doit dater de 1948, qui est entré en vigueur en 1951, si la mémoire est bonne, et qui dit qu'en fait, c'est la Cour internationale de justice qui est habilitée à dire quand il y a génocide et quand il n'y a pas génocide. Donc, c'est pas moi, surtout que ma formation de juriste est très éloignée, qui va dire qu'il y a génocide. Et même si je le disais, qu'est-ce que ça va changer sur la population palestinienne et plus précisément sur la population de Gaza? Malheureusement, je dis bien malheureusement, rien. J'en veux pour preuve qu'un Israélien, Ilian Papé, si ma mémoire est bonne, a écrit un livre intitulé « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». C'est un livre que je vous conseille de lire. Eh bien, malgré ce livre, qui tente à faire accréditer la thèse selon laquelle il y a un génocide, notamment à Gaza, rien n'a changé. Au contraire, on a les Américains qui continuent à fournir de l'armement aux Israéliens. Les Israéliens continuent leurs opérations. Le gouvernement a même dit qu'il allait élargir ses opérations. Voilà. Alors, maintenant, en tant que militaire, moi, j'ai appris qu'il fallait respecter le droit humanitaire. Ce qui me choque en tant qu'homme, parce que je vous l'ai dit, j'ai de l'empathie. Quand on dit à un peuple, parce qu'il faut remettre les choses dans la géographie, je vous l'ai dit, c'est le deuxième point important pour les opérations militaires. C'est la prise en compte de la géographie. Gaza, si ma mémoire est bonne, c'est 45 km². 45 km². Le canton de Genève, c'est aux alentours de 245 km². Lac non compris. 245 km². Vous avez sur ce canton de Genève, 245 km², environ 500 000 personnes. Au contraire, sur 45 km²,
vous avez plus de 2 millions de personnes. Essayez de comparer la surface et la population, et la densité de population. Et quand on dit à ces gens de Gaza, écoutez, mettez-vous au nord parce qu'on va détruire le sud, partent au nord. Ensuite, on leur dit, écoutez, retournez au sud parce qu'on va bombarder le nord. Et puis, une fois que le nord est bien détruit, on dit, ah bah, écoutez, il faut vous mettre au centre parce qu'il faut retourner au nord parce qu'on va bombarder le centre. Pour moi, c'est un peu inhumain. Quand je dis un peu, je suis très gentil, peu empathique, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui n'est pas digne d'une armée digne de ce nom. Mais attention, je ne critique pas l'armée israélienne. Je ne critique pas l'armée israélienne. J'aimerais bien revenir, si vous le permettez, sur le problème du 7 octobre 2023. Il y a 4 grosses erreurs, 4 fautes qui ont été commises. J'ai bien connu l'Allemagne du Nord et l'Allemagne de l'Est à l'époque. Enfin, l'Allemagne de l'Ouest, mais au Nord, et puis l'Allemagne de l'Est. Il y avait une bande de terre entre le mur et puis l'intérieur de l'Allemagne de l'Est, dans lequel on ne pouvait circuler qu'avec une autorisation spéciale. Ça touchait notamment les agriculteurs. Et puis, ça, c'était légal, c'est-à-dire qu'il fallait respecter cette loi, il fallait avoir une autorisation spéciale, comme je viens de vous le dire. Et puis, de l'autre côté, personne ne venait avec des festivals de musique. Il y avait une espèce de respect, il ne fallait pas provoquer les gens. Très bien. Alors, on a ce festival de musique, Tribe Nova, si la mémoire est bonne, qui se met tout près du mur de Gaza. Alors, moi, j'ai tendance à croire qu'il y a une espèce de provocation. Parce que quand je regarde David Bowie en 1987, qui allait à Berlin devant le mur pour faire son festival de musique, le but était quand même de faire tomber ce mur. Donc, Tribe Nova, bon, c'est vrai que c'était des milieux de gauche. Très bien. Ça, je vous dis, on ne va pas faire un festival de musique tout près d'un mur, comme ça, alors qu'on sait que de l'autre côté, on vit, à mon avis, moins bien. Même si, je vous le dis, toutes les images de Gaza en 2022 montrent une ville qui était plus ou moins prospère, à comparer avec la Suisse. Voilà. Ça, c'est la première faute. C'est la faute du peuple israélien. La deuxième faute, c'est une faute qui a été commise par le Hamas. Parce que certains diront, ils ont été provoqués, les Israéliens diront, non, non, ils avaient planifié, le Hamas avait planifié, puisqu'ils s'entraînaient, donc, depuis longtemps, à venir en Israël. Alors, supposons qu'ils avaient prévu de venir attaquer. Je me dis pourquoi les services de renseignement israéliens n'ont pas mis plus de moyens ou permis à l'armée de mettre plus de moyens pour éviter une telle invasion. Alors, je dirais faute du Hamas, parce que croire qu'on va pouvoir lancer une attaque et puis qu'il n'y aura pas un retour de flamme israélien, c'est une faute pour moi. Ensuite, il y a une faute du gouvernement israélien. Parce que je sais ce que l'on va dire, les services de renseignement ont failli. Je ne crois pas au hasard, je ne crois pas au concours de circonstances, je crois au destin. Et le destin a voulu que je travaille avec des gens du renseignement israélien. Et il y a une chose sur laquelle ils sont en avance, même sur les Américains, c'est le renseignement d'origine humaine, le HUMINT. Et puis, les Américains, où ils sont très forts, où ils supplantent les Israéliens, c'est dans tout ce qui est TechIN, c'est-à-dire le renseignement d'origine technologique. Alors, on a des miradors, on retire des miradors des senseurs humains, alors qu'on sait que les Israéliens sont très forts en matière de recherche d'origine humaine, et puis on remplace ça par de la technologie. Alors, on met des vidéos, on met des senseurs, capter les pas. Pour moi, ce n'est pas l'armée israélienne qui a failli, c'est le gouvernement israélien qui a failli. Puis ensuite, il y a une faute qui a été commise et qui continue à être commise par la communication ou les médias occidentaux.
c'est qu'il ne montre jamais les atrocités qu'il filme. Alors forcément, il floute parce qu'il ne faut pas choquer les âmes sensibles de l'Occident. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les Palestiniens disent « mais vous avez des preuves de ce que nous avons fait, de ce que nous aurions fait en Israël lors de cet attentat du 7 octobre ». Comme on veut tout flouter et qu'on ne veut rien montrer pour ne pas choquer, il ne faut pas s'étonner que ça devienne un argument pour les gens du Hamas ou les Palestiniens. Voilà. Donc, 4 grosses fautes qui ont été commises. Je ne sais pas ce que l'on devait... Vous disiez à propos de la doctrine Hannibal, beaucoup des Israéliens ont confirmé des sources officielles que l'armée israélienne a tiré sur la population civile israélienne en appliquant la doctrine Hannibal aussi. Oui, alors ça, je n'ai pas vraiment étudié cette doctrine Hannibal, mais vous savez, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'empathie, pas une empathie naïve, donc je ne vais pas vous parler de ces scénettes où on voit une fille palestinienne dans les bras de son père, vous savez, des montages, j'en ai vu même dans nos exercices militaires, on arrive à créer des situations qui sont plus vraies que nature. Je ne vous parlerai pas non plus de Bernard-Henri Lévy pour prendre l'autre côté, où on voit des soldats ukrainiens, soi-disant sous le feu russe, et tout militaire vous dirait qu'il n'y a pas eu d'attaque russe, puisque quand on voit comment les militaires ukrainiens se tiennent pour ces images de Paris Match, c'est tout du montage. Donc, parlons pas des scénettes. Par contre, je vous parle des grandes images. Moi, quand je vois des enfants, parce que j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi, quand je vois ces enfants qui ont des restes de gamelles, qui passent leurs mains à travers des grillages pour avoir un bol de ce qui ressemble vaguement à une soupe et qui n'en a pas la saveur, je me dis, il y a une inhumanité quelque part. Il y a vraiment une inhumanité. Et c'est pas en disant, ah ben on veut pas nourrir parce que sinon il y a le Hamas qui va mettre la main dessus. C'est pas une bonne justification. J'ai aussi entendu une autre chose qui m'a choqué, c'est apprendre que l'armée israélienne dit, ah ben écoutez, on va population de Gaza, si vous dénoncez les gens du Hamas, eh bien, vous aurez la vie sauve. C'est très joli. Enfermer une dizaine de personnes dans une cellule, vous dites, écoutez, il y a en tout cas 4, voire 5 qui sont des terroristes dans cette cellule. Et si vous les dénoncez, eh bien, on va vous libérer. Vous croyez sincèrement que ces gens, il y a des gens qui sont innocents, qui vont prendre le risque de dénoncer sans savoir s'ils ont dénoncé toutes les personnes? Non, il faut quand même imaginer qu'il va y avoir de la vengeance à l'intérieur de cette cellule. Donc, ce n'est pas une bonne justification. Voilà ce que j'ai à dire sur... il faut raison garder, raison pour laquelle je vous invite à lire Israël-Palestine, anatomie d'un conflit de Snegarov et Lemire. Oui, je crois Vincent Lemire. Ça, c'est ce qu'il y a de... C'est très objectif. Et puis de l'autre côté, alors bien entendu, dès que vous dites quelque chose, vous tombez dans ce travers du livre La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. Alors forcément, dès que ce que j'ai dit à propos de ces enfants de Gaza, et puis quand on entend aussi qu'il y a des enfants qui se sont fait amputer à vif, non mais, et ce ne sont pas des Gazaouis qui le disent, ce sont des médecins qui travaillent en Suisse, qui vous disent ça, que des enfants se font amputer à vif. Alors, si vous voulez me qualifier d'idiot utile du Hamas, c'est votre droit le plus strict. Mais moi, je n'arrive pas à imaginer ma petite fille se faire amputer à vif à Gaza. Je n'arrive pas. Quel essor pour ce conflit, M. Chollet? Quel essor? Quelle sortie, la sortie de crise. Alors, vous avez la solution de Donald Trump. Si vous me permettez, si j'ai le temps, parce qu'il y a 2 solutions. Je vous donnerai la solution de Trump, que je vais rapidement résumer, puis ma solution. La solution de Trump, c'est on vide Gaza. C'est bien joli de vider Gaza. Puis vous en donnez une partie au Liban. Enfin, je vous rappelle, c'est quand même au Liban qu'il y a la plus grande partie des réfugiés palestiniens.
On a vu les tensions qu'il y a au Liban. Je ne sais pas s'ils sont prêts à en prendre plus. Ensuite, envoyer les Gazaouis en Égypte. En Égypte, Sadat s'est fait abattre par le djihad islamique en 1981, je crois qu'il a perdu la vie. Vous croyez véritablement que Al-Sisi va accepter avec plaisir les réfugiés palestiniens, alors qu'on sait qu'il y a des membres du djihad islamique chez lui? Ensuite, la Jordanie. Le roi de Jordanie, je vous rappelle, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les influences avec la Suisse. Zarqa, 1970, on a détruit un avion de la Suisse-Air. Il n'y a pas eu de victime suisse, enfin, à ma connaissance. Mais enfin, le roi de Jordanie, il sait quand même qu'il y a eu Septembre Noir et puis qu'il y a le FPLP qui est là. Est-ce qu'il va prendre aussi le risque d'être sorti de son trône? Je ne sais pas. Alors bon, supposons que les trois gouvernants, et puis que la Syrie, n'imaginons pas, parce que la Syrie, elle n'a rien de stable actuellement. Alors, supposons qu'on arrive à dispatcher ces Gazaouis sur les terres. Dites-moi, M. Boris Cholet, est-ce que vous allez devoir partir en France puisque vous parlez français? C'était la vieille solution de Mouammar Kadhafi. Je crois que c'était en 2007. Il fallait dispatcher la Suisse, une partie en Allemagne, une partie en Italie, puis une partie en France. Moi, je suis suisse. Me dire que je dois aller en France, j'ai pas envie d'aller en France. C'est pas mon pays. Donc, dire aux Gazaouis aller ailleurs, très bien. Supposons que Donald Trump réussisse ce coup de maître. Supposons qu'il arrive à trouver de l'argent pour reconstruire Gaza et en faire une Riviera du Moyen-Orient, pour reprendre son expression. Vous savez, on ne construit pas sur un cimetière. On ne construit pas sur un cimetière. Sans donner dans le paranormal, on ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Voilà. Ensuite, ma solution, elle a besoin de temps. Tout d'abord, il faut éliminer tout ce qui fait référence à la négation de l'autre ou à la destruction de l'autre. Alors, à l'époque, il y avait le roi Faisal d'Arabie qui disait la Palestine est occupée, Israël n'existe pas. Je vous résume. Et puis ensuite, on a eu Hafez al-Assad qui disait le peuple palestinien, il fait partie du peuple syrien, et puis voilà. Donc, Israël existe. Je résume, c'est un rapide résumé. Alors, et puis, vous avez, si vous regardez, il n'y a pas de constitution, si la mémoire est bonne, en Israël, il y a certaines lois. Et puis, quand vous regardez la loi sur les terres d'Israël, qui ne sont pas définies, il vous dit c'est la Palestine. C'est bien. Donc, les Palestiniens n'existent pas, ou alors ils sont purement israéliens. Bon. Et puis, quand vous regardez ou quand vous écoutez, parce que je n'ai pas lu malheureusement le texte des constitutions du Hamas, mais le Hamas dit qu'il faut exterminer les Israéliens. Aussi rapidement résumé. Donc, il faut éliminer ceci. Il faut tout d'abord faire retirer des textes, faire retirer ensuite des esprits l'extermination ou l'annihilation de l'autre. Ensuite, il faut définir. Il faudra mettre les gens à table. Mais quand je dis les gens à table, c'est pas simplement Israël et le Hamas, c'est ceux qui ont de la puissance dans la région. C'est l'Iran, qu'on le veuille ou non. C'est l'Arabie saoudite, qu'on le veuille ou non. Et puis ensuite, c'est les principaux concernés, tous ceux qui sont autour d'Israël. Il faudra les mettre autour d'une table et puis qu'on définisse aussi qu'est-ce qui est Israël et qu'est-ce qui est palestinien. Une fois qu'on aura défini ceci, ensuite il faudra, et ça va demander du temps, c'est faire en sorte que les populations acceptent qu'on ne veuille pas s'attaquer à l'adversaire, et puis le fait que le territoire qu'on a habité, il appartienne en partie à l'autre, et vice-versa. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des enfants qui se sont fait amputer à vie. Il y a des enfants qui ont perdu père, mère, sœur. Ces gens, ça va prendre, ces gamins, c'est 30, 40 ans de leur vie
où ils ont dans leur tête, c'est pas possible. L'adversaire, il a tué, il m'a enlevé mon père, mon grand-père, ma sœur. Il faudra beaucoup de temps pour que ceci passe dans la tête de ces gens. Voilà. Donc, je résume, c'est tout d'abord faire asseoir à une table tout le monde, ensuite faire retirer tout ce qui fait référence à l'annihilation de l'autre ou à l'inexistence de l'autre ou à la destruction de l'autre, ensuite définir les territoires, définir le territoire qui appartient à l'État de Palestine, et puis définir ce qui appartient à l'État d'Israël. En résumé, c'est pour une solution à deux États, mais c'est vraiment très résumé, hein, une solution à deux États, parce que c'est pas possible autrement. Vous venez, M. Cholet, d'évoquer l'Iran. L'Iran, comment vous voyez les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis? Quelle issue de ces négociations? Surtout, il y a cette information qui a circulé la fin de semaine qu'il y a ce risque d'échec. Et au niveau européen, on a rapidement accusé, directement, presque systématiquement, Poutine de l'instrumentalisation de ces négociations à son profit, puisque c'est l'allié le plus fort pour les Iraniens et il essaie de peser fort, de négocier, de chanter aussi les Américains et tout. Comment vous voyez la situation de l'Iran? Alors, peut-être une petite remarque liminaire. J'étais en France et nous avions un conférencier français, mais parlant couramment le perse ou le farsi, je ne sais plus comment on appelle la langue, le perse. Il parlait couramment le perse et il nous a dit une chose très importante que j'ai retenue de cette conférence. Quand vous négociez avec les Iraniens, même si vous sortez des négociations avec l'impression que vous êtes gagnant, vous êtes perdant, car les meilleurs négociateurs dans le monde musulman, ce sont les Iraniens, et ça, je le crois. Je n'ai rien dit d'autre. Je dis que je crois sincèrement que les Iraniens sont très forts dans la négociation et qu'ils ont beaucoup de leçons à donner aux autres. Voilà, qu'ils ne donneront jamais, vraisemblablement. Maintenant, faire croire que les Iraniens vont s'entendre facilement avec les Américains, vous l'avez dit vous-même, les Iraniens, ils ont toujours été soutenus par les Russes. Pourquoi les Américains n'ont jamais cherché des accords avant avec l'Iran? Alors, forcément qu'on est plus attiré vers celui qui a longtemps été notre allié que vers celui qui cherche une solution à court terme avec nous. On ne peut pas en vouloir à l'Iran. Voilà, même si je suis plutôt pour... je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les Américains ont laissé tomber le Shah. Ça prouve bien qu'ils n'aiment pas particulièrement les Iraniens, sinon ils auraient soutenu le Shah d'Iran, ils ne l'auraient pas laissé tomber. Alors peut-être que c'était dans le sens de l'histoire, ça c'est possible. Mais vous avez des Américains qui laissent tomber leur principal allié. Vous croyez que les Iraniens vont chercher à être les nouveaux alliés des Américains? Ils ne sont pas fous. Les Iraniens ne sont pas fous. On peut ne pas les aimer, mais ils sont très intelligents. Voilà. Alors, les négociations, il faudra trouver. Moi, je crois que, sincèrement, que les Américains et Israël ne laisseront jamais l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Ça, c'est mon avis personnel. Quitte à ce qu'ils aillent bombarder les sites de production de l'arme nucléaire, ils ne laisseront pas faire. Voilà. Donc, les Iraniens ont meilleur temps d'écouter on dira leurs alliés russes. Puis n'oubliez pas une vieille phrase de De Gaulle, les États n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Alors, il est dans l'intérêt des Iraniens de continuer à traiter avec les Russes, de façon à ne pas se laisser encore phagocyter par les Américains qui, tôt ou tard, les laisseront tomber. Comme ils ont laissé tomber les Afghans, d'ailleurs. Oui. Je peux prendre d'autres exemples. On arrive
l'actualité politique suisse, comme vous savez, de nombreux observateurs et personnalités politiques suisses, et même des anciens collègues de vous, n'ont pas cessé de critiquer la dangereuse dérive de la diplomatie suisse, soit dans le traitement, par exemple, de dossiers ukrainiens ou dans le traitement de dossiers de la guerre menée contre Gaza. La diplomatie suisse est devenue l'otage pour ces observateurs d'intérêts étrangers et de la propagande, comme en témoignant ces positions, comme je viens de vous dire, pour Gaza et pour l'Ukraine. Quelle est votre évaluation pour ces dérives, ce détournement forcé de la diplomatie, de la doctrine diplomatique suisse? Et j'aimerais avoir votre point de vue concernant l'accord de coopération, déclaré de coopération avec l'Union européenne, mais plusieurs et des milliers de citoyens suisses pensent que c'est un accord de soumission, malheureusement, soumission avec l'Union européenne. D'après vous, quelle est la situation actuelle de la diplomatie suisse? Alors, la diplomatie suisse, elle ne peut pas s'exprimer véritablement parce qu'on a un président qui change toutes les années, donc on ne peut pas avoir une politique sur le long terme. La grave faute commise par la diplomatie suisse, plus exactement par le gouvernement, c'était d'avoir quitté la neutralité, une neutralité qui était stricte. Alors, l'Union européenne vous dira non, nous ne faisons pas de menaces, nous ne faisons pas de manipulation, nous ne cherchons pas à influencer la Suisse. Non, ça c'est clair. C'est comme lorsque John Bolton était arrivé un journal télévisé de 19h30 pour nous dire ouais, je ne veux pas m'immiscer dans les affaires intérieures de la Suisse, mais la Suisse ferait bien d'adhérer à l'OTAN. Ouais, je ne veux pas m'immiscer, mais vous devriez rentrer dans l'OTAN. Ouais. Non. Une grave faute qui a été commise, c'est de suivre des sanctions économiques, de demander ou pour moi exigées tant par l'OTAN que par l'Union européenne. On n'avait pas à suivre ces sanctions économiques. Si ma mémoire est bonne, Madame Calmiret, qui était en faveur de la reconnaissance de la Palestine par la Suisse, ça c'est un autre problème, elle était pour une diplomatie active, pour une neutralité active, elle, c'était, nous restons neutres, je résume aussi, nous restons neutres, mais nous tenons prêts à mettre en avant tout ce qui est contraire aux conventions de Genève. Voilà. Ça, c'était une bonne approche. On pourrait vivre avec. Ensuite, il y a aussi l'histoire de la neutralité différentielle. La neutralité différentielle, soutenue par certains juristes, c'est non participation à des guerres, non-adhésion à des organisations telles que l'OTAN, non-autorisation de manœuvres militaires étrangères sur sol suisse, mais acceptation possible des sanctions qui sont prises par l'ONU. Alors, on a Madame Jacqueline de Quatreau, pour ne pas la nommer, aux 24 heures du 3/12 2024, 3 décembre 2024, 24 heures, page 14, qui nous dit « Ah, nous avons accepté les sanctions économiques décidées par l'ONU. » Relisez bien. Alors, ne me faites pas croire qu'elle s'est trompée, parce que les politiques, aujourd'hui, quand vous donnez des interviews, ils vous demandent la liste des questions au préalable, et ensuite, ils vous demandent de relire l'interview. Donc, elle ne l'a pas dit au hasard. Simplement, elle avait honte, à mon avis, d'avoir à avouer qu'elle avait suivi les ordres de l'Union européenne. Alors, tout ça, ce sont des fautes. Nous aurions dû rester neutres, parce qu'aujourd'hui, M. Lavrov, tout d'abord, a dit
la Suisse n'est plus neutre. Puis ensuite, il a dit un peu plus tard, je crois que c'était aussi en avril de cette année, la Suisse est hostile à la Russie. Puis alors, forcément, nous, on est loin de ça. Nous ne sommes plus vus. Ça demandera beaucoup de travail pour revenir à cette neutralité. Alors, vous avez le chef ou l'ancien chef du comité militaire de l'OTAN, M. Rob Bauer, qui a dit pour être neutre, il faut non seulement se déclarer, mais il faut aussi être reconnu. Donc, on avait bien compris le message. Il faut que nous, on vous reconnaisse. Nous, les Américains, il faut qu'on vous reconnaisse comme neutre. Voilà. Donc, il faudra déjà définir la neutralité. Et puis, il faudra qu'on se fasse reconnaître comme tel. C'est un énorme travail. Hein. Alors, vous me direz, il y a une initiative qui a été lancée. Bien entendu, ils sont tous pour la neutralité. Que vous les preniez de gauche à droite, je suis membre d'aucun parti politique, mais que vous les preniez de gauche à droite ou de droite à gauche, sont tous pour la neutralité. Par contre, lorsque vous leur dites, à l'initiative demande à ce qu'on fixe les modalités de la neutralité, bizarre, non, il faut garder la liberté d'action. Quelle liberté d'action? La liberté d'action qui était laissée à la Suisse au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était de suivre les sanctions économiques. Donc, il n'y a pas eu de liberté d'action. Et puis, quand vous lisez le manifeste Neutralité 21 qui a été signé, comme par hasard, par M. Caspar Filiger, ancien conseiller fédéral, qui lui était pour une neutralité différenciée, signé par même des militaires de haut rang, comme le divisionnaire Regli, comme le commandant de corps Linaire. C'était du copier-coller de ce que l'Union européenne exigeait, voire l'OTAN exigeait de la Suisse, suite à cette invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est du copier-coller. Alors ne venez pas me dire que ça c'est de la neutralité. Non, on doit revenir au fondement de la neutralité. Et puis qu'on se fasse reconnaître à nouveau par la Russie. Et puis qu'on se fasse reconnaître comme tel aussi par les USA, par les BRICS. C'est un énorme travail. Pour moi, il y a eu un gros travail de sape. En 4 jours, ce travail de sape a eu lieu. Eh bien, il faudra bien plus que 4 jours, voire que 4 années pour qu'on soit de nouveau reconnu comme neutre. Voilà. Plusieurs autres observateurs, M. Chollet, pensent que le problème du système politique suisse, c'est l'absence aussi des mesures, des prérogatives de contrôle politique et de l'engagement de la personnalité aussi, de l'engagement de la responsabilité personnelle. On voit, par exemple, aujourd'hui, le chef du département des affaires étrangères, M. Cassis, est accusé de complicité dans le génocide contre la population de Gaza et est accusé d'être un agent de propagande américaine dans le traitement de sujets de la guerre en Ukraine. Et il continue la destruction de la doctrine humanitaire neutre de la diplomatie sans avoir l'engagement, le questionnement. On a vu aussi les scandales au niveau du département de défense aussi, de défense. Comment vous expliquez l'absence de responsabilité, l'existence d'une sorte de clientélisme politique aussi au niveau fédéral? Alors, je dirais qu'il y a, à mon avis, 2 gros problèmes. Les problèmes géostratégiques ou stratégiques se sont multipliés et sont devenus beaucoup plus importants qu'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Ça, c'est ce qui fait qu'on a affaire à des conseillers fédéraux qui doivent gérer de plus en plus d'objets ou de sujets, et puis sujets qui sont devenus encore plus volumineux ou plus importants qu'avant. Et donc, ils doivent se reposer sur des conseillers, sur des lobbies. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau de la construction. Quand vous voyez le nombre de chantiers qu'il y a sur le canton de Vaud, vous remarquez bien que le lobby de la construction est très important. Voilà, malgré les 369 millions de dettes du canton de Vaud. Et puis, il y a un deuxième problème, donc les lobbies, tous ceux qui gravitent là-bas,
ils peuvent pas tout savoir. Donc, ils se reposent sur des conseillers qui leur disent, voilà, voilà, et puis ils suivent ou ils suivent pas. Puis ensuite, il y a un gros problème en haut, c'est-à-dire que vous n'avez pas de président de la Confédération pour, on dira, un minimum de 3 ans. On peut imaginer 5 ans. Donc, vous n'avez pas véritablement ce primus inter pares dont on se gargarise en Suisse. Et puis, il y a un manque de collégialité qui est remarquable, qui est remarquable. Alors, on vous dit, oui, on prend nos décisions de manière collégiale. Mais ça s'arrête là. Quand ils sont enfermés dans un bureau, là où siège le Conseil fédéral avec le chancelier, là, il y a de la collégialité. Donc, ils discutent entre confrères et consoeurs. Mais la collégialité après, c'est fini. Il n'y a pas de collégialité. Je prends l'exemple de Jean-Pascal Delamura, qui parlait de chantage lors du scandale des fonds juifs en déshérence. Eh bien, qui avait-il à côté de lui? Il y avait Madame Ruth Dreyfus. Alors, on peut comprendre que Madame Ruth Dreyfus défende sa communauté, mais on ne peut pas avoir de collégialité quand vous avez 2 personnes qui parlent l'une contre l'autre. Je prends le cas d'Alain Berset, parce qu'on va me dire, ah, mais vous êtes de droite si vous défendez M. Jean-Pascal Delamura, qui est feu, M. Jean-Pascal Delamura. Mais je vais prendre le cas Alain Berset, qui parlait de frénésie guerrière en parlant de ce que l'Union européenne voulait faire. Vous voyez, on en revient au sujet du départ, hein, juste pour vous dire. Alain Berset parlait de frénésie guerrière. Il a dû s'excuser. Mais personne n'est venu à sa rescousse. Il n'y a que l'UDC qui est venu à sa rescousse. C'est quand même M. Pascal Couchepin, tombé sur le personnage. Non mais, elle est où cette collégialité du Conseil fédéral? Je peux prendre un 3e cas, Mme Karine Keller-Souter, qui a osé dire qu'une partie du discours du vice-président américain J.D. Vance était une bonne partie, c'est-à-dire tout ce qui avait trait à la liberté d'expression. De nouveau, haro sur le baudet. Personne au sein du Conseil fédéral ne vient à la rescousse de Mme Karine Keller-Souter, aussi une personnalité de droite. Mais on peut encore prendre, il y a d'autres cas comme ça. Il n'y a pas de collégialité. Ça ira mieux lorsqu'il y aura de la collégialité de bout en bout au sein de ce Conseil fédéral. Car quand un personnage du Conseil fédéral se fait attaquer, il faut que les autres viennent à sa défense. C'est ça que j'attends d'un Conseil fédéral, collégial. Beaucoup des observateurs, M. Chollet, évoquent aussi la transformation organique et fonctionnelle au sein de l'OTAN. L'OTAN est devenue une machine de guerre d'hostilité, d'extension aussi sur des autres territoires. Aujourd'hui, plusieurs observateurs intellectuels, politiciens, anciens diplomates, anciens militaires avertissent sur ce rapprochement silencieux entre la Suisse et l'OTAN. On a vu l'autre fois le professeur Totrisa qui a confirmé que effectivement la Suisse est dans l'OTAN. La Suisse, elle travaille avec l'OTAN à 100%, elle collabore avec l'OTAN. Comment vous voyez la relation comme ancien militaire, comme un citoyen suisse, un intellectuel suisse entre l'OTAN et la Suisse? Alors, j'ai travaillé, je dirais pas longtemps, mais de très nombreuses fois au sein de l'OTAN. Alors, il y a beaucoup de points positifs, c'est-à-dire qu'on apprend à planifier d'une autre manière, on apprend à s'entretenir avec d'autres militaires provenant d'autres formations. Maintenant, comme point négatif, ça me fait doucement sourire quand je vois l'École supérieure des cadres de l'armée qui doit attendre maintenant un NATO approved, donc une approbation de la formation de ces cadres supérieurs de l'armée. Ça prouve qu'on est déjà plus indépendant. Alors, si je dois prendre des exemples, je vais prendre un exemple, celui dans les nombreux exercices, celui des nombreux exercices Cold Response en Norvège. Eh bien, j'étais avec un officier de milice, avec moi, un chariste, qui me disait, mais écoute, tout ce que je vois,
à part l'armée danoise, il n'y en a pas un qui maîtrise les procédures en matière d'emploi et de logistique des chars. Je tombais des nues parce que moi, je suis un DCiste de formation et j'entendais ça. Alors, apprendre que on fait du benchmarking avec des armées qui souvent sont plus mal instruites que la nôtre, c'est chercher le plus petit dénominateur commun. Maintenant, on voit que le chef du département, le nouveau chef du département, il va voir les manœuvres Trias en Autriche, mais il y a des exercices ici en Suisse, il ne va pas les voir. C'est quand même triste. Et puis Madame Viola Amère d'avant qui dit il faut qu'on fasse maintenant qu'on participe aux exercices de l'OTAN dans le cadre de l'article 5, c'est-à-dire le cadre de la défense. Moi, j'ai toujours été intégré dans des exercices qui n'étaient pas article 5. Bon, mais maintenant, Madame Viola Amère, à l'époque, avant de partir, elle a dit il faut absolument qu'on participe. Donc, il y a un exercice dans lequel on a participé ou dans lequel on va participer incessamment sous peu, un exercice de crisis management, donc de gestion de crise, article 5. Donc, on s'enfonce de plus en plus dans cette machine. Voilà. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Moi, je ne pense pas que ce soit un bien. Moi, je ne peut-être pas. Maintenant, je ne sais pas si l'Union européenne est véritablement très accrochée à l'OTAN. Vous savez, on dit ouais, Donald Trump a lâché l'OTAN. Donald Trump n'a pas lâché l'OTAN. Le traité de l'Atlantique Nord, il n'a pas été abrogé. L'article 5 n'a pas été modifié. On évoque ces questions de financement, hein, peut-être. Mais le financement, il continue puisqu'on continue à construire cette base de Cogal-Cinéanou. Donc, l'argent, il continue, sinon on arrêterait de construire cette base. Donc, tout ce qu'on nous raconte, ce sont des barzelettes, des petites blagues en bon français. Maintenant, je vous le dis, c'est temporaire, cette espèce de décalage entre les États-Unis et l'Union européenne, parce que Donald Trump dit qu'il veut laisser l'Europe à son compte. Donc maintenant, très vite, il faut qu'on fasse dans la défense européenne. Mais défense européenne, vous voulez coordonner comment? Il vous faut une structure de commandement. Il vous faut des moyens de télécommunication. À part celle de l'OTAN, je ne vois pas comment vous pouvez faire pour coordonner les manœuvres. Alors, vous pouvez avoir tout l'armement que vous voulez. Il vous faut aussi toute la structure de l'OTAN qui va avec. Maintenant, moi, je dirais plutôt que l'Union européenne est en train de prier, comme elle a prié avant pour que ce soit Mme Kamala Harris qui passe, qui soit élue, et maintenant, elle est en train de prier, elle est en train de renforcer cette défense européenne comme elle peut, en priant de nouveau pour que ce soit un démocrate qui repasse, et si possible néoconservateur, comme on en a connu, et qui reprenne le pouvoir aux États-Unis, mais elle ne l'a pas lâché, elle prie tout le temps. D'ailleurs, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ils sont prêts à mettre des gens, mais ils veulent quand même s'assurer les arrières par l'OTAN, donc par les Américains, par les Américains. Alors, tout ça, c'est du grand blabla. Et puis, vous avez même M. Kerstheimer qui a dit récemment, je crois que c'était le 26 avril, qui dit non, il y a que la France qui est dans une posture guerrière parce que nous, on n'a jamais été pour ça puisqu'on a la mission est trop risquée et puis nos forces sont trop inadéquates. Ça, c'était LCI. J'ai un de mes amis qui m'a envoyé la photo de l'image de LCI. Nos forces, la mission est trop importante en Ukraine et puis nos forces sont inadéquates. Mais c'est la France qui, vous voyez, donc, ça tient pas, cette défense européenne ne tient pas la route. Alors, je dis, il y aura une défense européenne qui va continuer à avancer, tant bien que mal, comme elle a avancé toujours jusqu'à présent. Voilà ce que j'ai à dire. On arrive à notre question de clôture. Monsieur Boris Chollet, aujourd'hui, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir de l'humanité? Vous savez, surtout que vous avez œuvré pendant 40 ans pour la paix, pour le rapprochement, la diversité de l'humanité. Aujourd'hui, quelle est votre
pressentiment, quel est votre état d'esprit par rapport à la situation de l'humanité en général, aux défis de l'humanité en général? Vous savez, quand on dit, quand les Verts nous disent « Save my planet », je dirais plutôt « Save the man ». Parce qu'il faut sauver l'homme. Vous savez, la planète, elle existe, elle a existé avant moi, elle continuera à exister après moi. Par contre, les hommes disparaissent. Alors, je vais vous dire, moi, je garde un certain optimisme dans ce sens où je pense que ça continuera. Il y a eu une première guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale. Même s'il y avait une troisième guerre mondiale, on survivrait. La seule chose que j'espère, sincèrement, ça c'est mon vœu le plus cher, c'est que la population, que ce soit la population européenne, suite au traité de Maastricht, parce que c'est remonté au départ, hein, après il y a eu le traité de Lisbonne, mais que les populations se réveillent. Quand on essaye de vendre une partie de notre liberté pour essayer de sauver une partie de notre sécurité en Suisse, je dis, il faut que la population se réveille. Quand je vois ce qui se passe partout, aussi sur Gaza, il faut que les populations se réveillent. Il y a une espèce de résignation, pour ne pas dire une léthargie du peuple, qui dit, oh, de toute façon, je ne peux rien changer, donc on y va comme ça. Non, on peut changer. D'ailleurs, on voit que les Israéliens, il y a une partie des Israéliens qui ont envie de changer quelque chose. Est-ce que la gauche a raison de vouloir arrêter les combats pour espérer regagner des otages? C'est possible. Est-ce que c'est au contraire le gouvernement de M. Netanyahou qui a raison en disant il faut qu'on continue parce qu'il n'y a qu'en mettant la pression sur le Hamas qu'on va réussir à avoir nos otages? Je n'y crois pas. Je crois qu'avant de mourir, le Hamas, il va tuer les otages. Bon. Mais au moins, il y a une partie de cette population en Israël qui réagit. Est-ce qu'elle réagit bien? Est-ce qu'elle réagit mal? Je n'en sais rien. Mais elle réagit. Mais par contre, ici, face à ce qui se passe avec ces accords, il y a une léthargie. Il y a une léthargie par rapport à ce drame humain qui a lieu à Gaza, voire même en Cisjordanie. On ne peut pas voir quand même sans arrêt, aussi on peut se mettre du côté israélien, hein, se dire mais pendant combien de temps est-ce qu'on veut vivre au milieu de gens qui sont nos adversaires ou nos ennemis? Est-ce qu'on veut encore longtemps vivre comme ça? C'est pas une vie, mais il faut que les populations, pas les gouvernants, les gouvernants ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se faire réélire, c'est de toucher de l'argent. Voilà, c'est les deux seules choses qu'ils cherchent. Par contre, la population, elle veut vivre et vivre bien, vivre décemment. Eh bien, il faut que ces populations se réveillent, qu'elles prennent la parole. Ça prend du temps. Et puis, ça demande aussi de ne pas avoir peur des conséquences. Parce que, bien entendu, si vous réagissez ici en Europe, on vous dira, vous êtes complotiste, vous êtes pro-israélien, vous êtes pro-palestinien. Mais transmettons nos convictions et essayons d'ouvrir l'esprit des autres, sans avoir peur d'être pris à partie. Et voilà. C'est mon espoir. Merci infiniment, M. Chollet. Ça a été un grand honneur pour moi de recevoir un homme, symbole de culture, de respect de l'autre, de respect de la diversité, mais surtout, plein d'expérience et surtout, permettez-moi de dire ça, un homme libre. Merci infiniment et bonne continuation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Au revoir.